Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence intitulée « La supply chain circulaire, pivot de la réindustrialisation verte ». Alors pour comprendre ce qu'est la supply chain circulaire, on va peut-être déjà commencer par définir ce qu'est l'économie circulaire. Alors selon le Code de l'environnement, article L110-1-1, alors je suis désolée, je suis obligée de lire, je ne l'ai pas apprise par cœur. La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles, ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. Donc, la définition met en avant la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologiques, économiques et sociaux. Donc on voit bien avec cette définition que certains outils sont nécessaires, dont la supply chain circulaire, et dont nous allons parler dans l'heure qui vient, avec François-Michel Lambert, ancien député, fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire et président de Soroa, Anaïs Leblanc, associée chez Sitwell, directrice innovation durable, et Jean-Denis Kurt, expert leader économie circulaire, matière stratégique et analyse du cycle de vie du groupe Renault. Donc François-Michel Lambert, vous avez fondé en 2013, il y a 10 ans donc déjà, l'Institut national de l'économie circulaire pour poser les bases d'une approche systémique en économie circulaire. Et rapidement, l'un des sujets à traiter est la capacité à éco-concevoir des flux logistiques agiles et adaptatifs à une boucle vertueuse. Et aujourd'hui, vous travaillez directement en collaboration avec le cabinet Sitwell et un soutien de l'Institut pour cadrer cet enjeu. Mais avant de nous donner les détails sur les actions mises en place, pourquoi adopter une économie circulaire? Parce que finalement, on pourrait attendre que tout s'achève ou qu'une solution miracle apparaisse. Pourquoi l'économie circulaire? Merci beaucoup Héloïse. Merci aussi de l'accueil par la Semaine de l'innovation du transport et de la logistique, la SITL, et qui nous a proposé de présenter ce matin en avant-première, et c'est toujours difficile de dire ça comme ça, mais c'est une avant-première européenne, une réflexion, une approche sur ce qu'est la supply chain circulaire, la supply chain telle qu'elle doit se concevoir pour répondre aux enjeux de l'économie circulaire. Le rapport sera mis en ligne aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a eu 4 publications scientifiques qui ne sont que des études de certains textes, mais pas d'approche profonde sur l'économie circulaire et la supply chain en Europe et dans le monde, en langue anglaise. Nous n'en avons trouvé que 4, c'est-à-dire que cette réflexion, elle n'est pas portée. Et pourtant, et vous l'avez très bien dit Héloïse, la question des flux est primordiale dans une stratégie d'économie circulaire. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Alors, j'attire l'attention, c'est évidemment pas le recyclage, autant dire recyclage. Si vous voulez dire recyclage, l'économie circulaire, c'est la capacité à se recentrer sur les limites de notre planète, notamment en accès ressources. Pour illustrer, c'est celle qui incarne ceci, c'est la navigatrice Ellen MacArthur. Dans son tour du monde en solitaire sans escale, elle a eu le temps d'y penser et elle s'est rendue compte qu'elle devait faire ce tour du monde avec ce qu'elle avait à bord de son bateau. Et elle s'est dit, mais est-ce que la planète, c'est pas un peu la même chose? Nous devons vivre sur les centaines de millions d'années, milliards d'années qui sont devant nous, sans espérer une planète B qui vienne se garer à côté de nous, une escale quelque part où on récupérerait de la matière. Donc, nous devons avoir un modèle de développement qui est centré sur la disponibilité des ressources et donc projeter les dynamiques actuelles et regarder si ça passe. Le fameux rapport du Club de Rome, le rapport Mido. Donc, l'économie circulaire, elle repense les modèles économiques, ceux qui doivent permettre de satisfaire à nos besoins. Ce n'est absolument pas une décroissance de la façon de vivre, ce n'est pas une décroissance du bien commun, du bien-être commun. C'est une remise en cause d'un gaspillage des ressources. Ce gaspillage, eh bien, c'est ce que l'on voit souvent rejeté, mais c'est aussi le gaspillage des ressources qui sont non réparées, c'est le gaspillage des ressources qui sont immobiles, c'est le gaspillage des ressources qui sont
pas utilisés à la hauteur de ce que l'on pourrait faire. Donc c'est vraiment retourner les modèles dans le sens d'exploiter au mieux et donc re-questionner en permanence chaque ressource, chaque matière première mobilisée et se poser la question de à quoi je la loue en termes d'usage partagé pour le bien-être commun. Et on verra, je ne vais pas tout dire maintenant, hein, on a 1 heure pour le dire, on verra combien c'est un autre modèle de supply chain qui doit se mettre en œuvre. Ce n'est pas la transition des supply chains linéaires, fussent-elles très bien organisées, très bien lissées, que nous devons porter. C'est faire émerger une autre dimension et qui va impacter les infrastructures, va impacter évidemment les systèmes d'information, mais va aussi impacter les systèmes de coopération. Et notre travail, pour en finir là-dessus, est aujourd'hui, dans une phase première, tourné vers le monde politique, en leur disant, si vous voulez transformer et aller vers des stratégies d'économie circulaire, vous devez permettre, on va vous préciser comment, vous devez permettre à ce que les acteurs économiques, et Jean-Denis Kurt, qui est ici présent, en parlera notamment, vous devez permettre à ce que les acteurs économiques puissent déployer des offres de supply chain circulaire à l'aune et aux objectifs tels qu'ils sont dans la loi de 2015. Alors, on ne parle pas seulement de la décarbonation de la supply chain. Jean-Denis, au-delà de votre fonction, quelles sont vos missions au quotidien et quelles difficultés vous rencontrez ? Oui, merci. Donc, déjà, mes missions en lien avec l'économie circulaire, d'un point de vue relativement opérationnel, il y a la définition, la mise en œuvre d'objectifs d'incorporation de matériaux recyclés dans les nouveaux véhicules. En particulier, le développement de boucles de recyclage de matériaux issus de véhicules en fin de vie pour les réincorporer dans les nouveaux véhicules. Également, l'organisation de la collecte et du recyclage de ces véhicules en fin de vie, de façon plus générale, avec une filiale qui s'appelle Indra, qui est une co-entreprise entre Renault et Suez. Également, l'organisation, enfin on va dire la gestion de l'économie circulaire des batteries des véhicules électriques, c'est-à-dire le fait de s'assurer que leur conception et leur gestion permettra de les réparer au cours de leur vie si besoin, de leur donner une seconde vie à l'issue d'une première vie sur le véhicule à chaque fois que ce sera possible et de les recycler à la fin de leur vie et in fine de réincorporer là aussi les matériaux issus des batteries en fin de vie dans les nouvelles batteries. Et enfin, d'être en support au développement d'offres circulaires en après-vente. Et vous me demandiez non, missions, c'est ça? Ou c'était les difficultés Oui, les difficultés voilà, que vous rencontrez justement avec donc effectivement, alors, je peux tenir longtemps, donc n'hésitez pas à m'interrompre, je vais essayer de faire en 5 minutes, mais sur les difficultés. Il y a beaucoup de difficultés donc. Oui, il y en a toutes les étapes, tous les maillons, effectivement. Globalement, toute notre industrie, toute notre économie est basée sur un modèle linéaire qui est extrêmement performant, qui est fragile, qui n'est pas résilient, mais qui est performant. Et donc, du coup, quand on crée quelque chose de nouveau, de circulaire, on est vraiment dans un modèle parallèle qui, au départ, est plus petit et donc qui doit et qui est en concurrence frontale avec un modèle qui est extrêmement compétitif. Dans l'industrie automobile, on a une chaîne de valeur qui est extrêmement longue, complexe. On produit un produit qui est extrêmement riche, très complexe, à un prix, même si ce n'est pas donné, surtout en ce moment avec les matières premières, mais à un prix qui est quand même finalement assez raisonnable quand on voit tout ce qu'il y a dedans. Et donc parmi les difficultés, il y a notamment des difficultés techniques, puisqu'on a des cahiers des charges extrêmement exigeants sur les matériaux, sur les performances, la sécurité, etc., qui ne sont pas évidents à tenir, notamment par exemple avec des matières recyclées qui sont issues généralement de gisements qui sont mélangés, de différentes qualités de matières, des matières qui parfois ont vieilli, dans le cas des plastiques, qui ont passé 20 ans sur la voiture. Il y a également des problématiques économiques, puisque la structure de coût du modèle circulaire, notamment du recyclage et tout ce qui relève de l'économie circulaire, est totalement différente de celle du modèle linéaire. Par exemple, dans le cas des matières, c'est essentiellement des coûts de collecte, de main-d'œuvre, de process, alors que les matières vierges avec lesquelles les recyclés sont en concurrence on va dire leur coût est basé essentiellement sur les cours des matières premières qui fluctuent, ce qui fait qu'on ne sait jamais à l'avance
si la matière recyclée va être plus chère ou moins chère que l'équivalent vierge, alors qu'on doit prendre la décision 2-3 ans avant le lancement du véhicule. Donc on a de fortes chances, si on se fie uniquement sur un critère, enfin on va dire l'équation à l'instant T, on a de fortes chances de prendre la mauvaise décision. Ensuite, c'est également, on a du mal à mettre une valeur client sur cette économie circulaire, par exemple sur le fait d'utiliser les matériaux recyclés. Si ça va coûter plus cher, si on est prêt à mettre 5-10 euros de plus pour produire ou 20, 30, produire une voiture avec plus de matériaux recyclés, il est difficile de savoir si on saura les répercuter sur le prix de vente du véhicule. Autrement dit, si ça ne se fera pas au détriment des marges, voilà, de la performance économique. Pour tout ce qui est la pièce issue de l'économie circulaire, c'est encore, je dirais, c'est encore plus compliqué puisque tout le monde, enfin, il est évident pour tout le monde, pour les consommateurs, pour nous tous probablement, que la pièce issue de l'économie circulaire doit être moins chère. Il n'est pas forcément prêt à payer le même prix, encore moins plus cher pour quelque chose qui est entre guillemets d'occasion, même si ça a la même performance, etc. Et alors qu'en fait, la pièce neuve, elle est produite de façon extrêmement automatisée, avec très haut niveau de productivité, parfois dans des pays à bas coût, donc à un prix très concurrentiel, alors que finalement, toutes les opérations de réparation, de reconditionnement, etc., c'est essentiellement de la main-d'œuvre qu'on va faire localement avec nos coûts de main-d'œuvre, les taxes, etc. Donc du coup, ce n'est pas évident d'être nécessairement moins cher à la fin. Après, il y a les problématiques logistiques, on est salon de la logistique. Donc évidemment, pour tout ce qui est l'économie circulaire, les problématiques de collecte des matières recyclées, collecte des vieilles matières, donc logistique inverse pour amener les produits dans un site qui va les reconditionner, les remanufacturer. Donc nous, on est très performant en logistique pour faire livrer des pièces dans toutes nos usines, livrer des véhicules n'importe où. Mais ce n'est pas notre métier d'aller gérer de la collecte de déchets, gérer de la collecte de produits usagés. Ensuite, l'éco-conception. L'éco-conception, concevoir circulaire, ça veut dire se mettre une contrainte en plus. Donc en règle générale, ça va avoir un coût. Un coût qui n'est pas forcément très conséquent, mais ça va quand même représenter un surcoût qui derrière ne va pas être évident à valoriser. D'une part parce que le consommateur, lui, ne sait pas faire la différence, c'est circulaire ou pas. Donc du coup, finalement, clairement, il ne va pas être prêt à payer plus, à moins vraiment qu'effectivement, on fasse en sorte qu'il ait les bonnes informations, qu'il puisse comparer deux produits. Est-ce que celui-là est plus réparable que l'autre? Il y a plus de recyclé? Est-ce qu'il va pouvoir être reconditionné, etc. Ensuite, même s'il y a un bénéfice, par exemple, sur la recyclabilité, dans le cas d'une voiture, le recyclage, c'est dans 20 ans. Donc si on a dépensé là aussi plus d'argent pour faire un véhicule qui est plus recyclable, dans le meilleur des cas, on aura un bénéfice dans 20 ans, sachant que comme on n'est pas propriétaire du véhicule en fin de vie, le bénéfice ne sera pas forcément pour nous, alors que c'est nous qui allons mettre le coût au départ. Voilà, donc c'est une série d'exemples. Il y en aurait. Ah oui, un autre, c'est qu'également, et ça c'est bien relevé dans le rapport, les chaînes de production, les value chain, la supply chain, est extrêmement globalisée. Et en fait, par exemple, dans le cas de l'industrie automobile, pour faire un siège, une batterie, il y a des éléments qui vont venir. Parce que vous savez, quand on vous raconte pour faire un jean, il arrive dans le magasin ou entre vos mains, il a fait 3 fois le tour du monde, quoi. Bon, bah là, c'est pareil. En fait, si on veut réintroduire, par exemple, de la matière recyclée, du textile recyclé dans un siège, de l'aluminium recyclé issu d'une batterie en fin de vie dans une nouvelle batterie, eh bien, finalement, quand on regarde où sont produits les éléments, on va peut-être devoir les ramener à l'autre bout de l'Europe, voire en Asie, quoi. Donc, du coup, évidemment, si on calque ça juste sur le modèle existant, ça va être compliqué, quoi. Anaïs, François-Michel, une réaction par rapport à ce témoignage? Merci beaucoup Jean-Denis, c'est très intéressant. C'est pile poil la raison pour laquelle on s'est lancé dans ces travaux avec François-Michel. Ce qui s'est passé, c'est que nous, chez Sitwell, on a vraiment envie de voir pivoter les supply chains parce qu'on s'est dit qu'est-ce qui va répondre aux enjeux du monde, qu'est-ce qui va répondre au fait qu'aussi en Europe, il faut pas l'oublier, on est très peu souverain sur les matières. Typiquement, on est extrêmement dépendant de pays hors de l'Europe et donc des tensions géopolitiques ou autres sujets. Et donc, on s'est dit comment on fait pour créer des supply chains plus résilientes. Ça nous a paru évident qu'il fallait chercher du circulaire. Et quand on a regardé, Hélène MacArthur, quand elle est revenue de son petit tour du monde, elle a créé une fondation
une fondation qui regarde où en est le circulaire dans le monde. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que depuis le Covid, le niveau de circularité descend. Ce qui est quand même un peu dingue, puisque le Covid a mis en exergue la fragilité du système. Et là, on s'est dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que le niveau de circularité descende? Et on a commencé à travailler, notamment avec Jean-Denis, avec des adhérents de l'Institut national de l'économie circulaire, pour dire qu'est-ce qui vous motive à aller vers le circulaire et qu'est-ce qui vous empêche d'y aller. Avec nous, cette réflexion supply chain, qui est une réflexion naturellement holistique, naturellement systémique, à tous les horizons, sur toute la value chain. Et on a pris des témoignages comme celui de Jean-Denis systématiquement. En plus, ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, Jean-Denis, c'est que vous parlez beaucoup de recyclage. Vous parlez assez peu de justement l'offre de circulaire en seconde main, parce que la traçabilité est difficile, la valorisation est difficile, ça coûte très cher. Et en fait, ce qu'on a vu assez vite, c'est que les industries avaient du mal, aussi parce qu'elles jouent dans un cadre réglementaire qui est pas pérenne, qui n'est pas clair, et surtout qui n'est pas pensé de manière systémique. Et c'est pour ça qu'avec François Michel, on a commencé à travailler. Au début, on a toujours cet objectif, on avait cet objectif de dire comment on accompagne une entreprise à aller réellement vers le circulaire et vers la supply chain circulaire. C'est quoi les étapes, vers qui je me tourne, quel financement, etc. Et en fait, on s'est très vite aperçu qu'il y avait vraiment des problématiques aussi liées aux réglementations, liées au fait qu'on ne peut pas récupérer des déchets d'un autre pays parce que ça passe des douanes, qui sont en fait pas des déchets, puisque je peux les valoriser comme une matière première qui revient. Liées au fait que je ne peux pas avoir une TVA différente sur quelque chose qui est recyclé, pas recyclé, réutilisé, excusez-moi, et par rapport à du neuf, ce qui encouragerait et aiderait les consommateurs à se transformer. Lié au fait que la traçabilité est extrêmement difficile. Si vous pensez économie circulaire globale, Jean-Denis vous a dit savoir combien il y a de matériaux recyclés, d'où il vient, où est-ce qu'il a été recyclé, déjà ça c'est compliqué. Mais si vous pensez la voiture et que vous vous dites moi je voudrais la traçabilité de sa vie entière sur chacune de ses pièces, est-ce que la pièce est remanufacturée? Elle a été remanufacturée où? Par qui? Combien? Vous multipliez par le nombre de pièces d'une voiture. Là, vous vous dites, oh là là, il y a un travail. Et donc, il y a tout ce travail-là qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être pensé. Et où quand on regarde, il y a plein de choses sur l'économie circulaire, il y a plein de lois. Mais quand on regarde les lois, même quand on fait tout le travail, parce qu'on l'a fait, tout le travail de poser tous les articles de loi qui visent à pousser l'économie circulaire, il n'y a pas cette pensée-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé et que vraiment, on s'est dit, au lieu de travailler d'abord avec le secteur privé, et avec certains, je vois certains des gens qui nous ont aidés qui sont dans la salle, il faut qu'on travaille aussi avec le secteur public et avec les politiques pour qu'un cadre puisse être pensé et créé qui aide à cette circularité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul challenge, parce que même si le cadre y était, Jean-Denis l'a évoqué, il y a un certain nombre de difficultés, mais ce cadre a tout de même besoin d'être pensé, et c'est ça le contenu du rapport, quelque part, qu'on a créé avec François Michel. François Michel, peut-être pour compléter. Oui, merci. Je pense que ce qui est bien, c'est que c'est filmé et il faudra réécouter ce qu'a pu expliciter Jean-Denis Kurt. Quand on a préparé cette conférence, nous avons souhaité avec Anaïs, que venir se confronter, que l'on vienne être heurté par la réalité de ceux qui veulent changer le système et qui n'y arrivent pas. Dit autrement, on est dans un cadre socio-économique. Le cadre socio-économique, c'est celui que le politique définit. C'est le politique qui définit la fiscalité, c'est le politique qui définit la réglementation, c'est le politique qui flèche les incitations, les labels, c'est le politique qui amène à des évolutions de mode de consommation, de comportement, et même qui aide à des changements de compétences. Ça, c'est l'élément premier, c'est-à-dire que nous aurions pu faire le rapport d'abord tourné vers les entreprises en disant pivoter vers la supply chain circulaire, et elles auraient toutes dit la même chose que Jean-Denis Kurt a pu dire. Oui, mais moi je me heurte à chaque fois à des contraintes qui sont le cadre global dans lequel
est inscrit notre société. Donc, nous avons des changements à faire. Nous avons des changements, notamment de fléchage pour des nouvelles infrastructures de data, sur la réglementation, comme l'a dit Anaïs, etc., etc. Pourquoi? Parce que je vais quand même revenir sur l'élément fondamental. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de ce que c'est que l'économie circulaire telle qu'elle doit et qu'elle va se déployer, nous devons passer de 20 tonnes à 6 tonnes par an et par Français, par Européen, de matières premières vierges consommées. Nous devons diviser par, alors on va dire par 3, le volume de matières vierges que nous consommons. Alors, ça semble facile. D'ici 2050, ça commence à devenir compliqué. Et à un moment donné, on se dit, mais où est-ce que je ne pioche plus dans les matières premières vierges? Donc, je me tourne vers ce qui est déjà extrait. Alors, un petit peu dans les matières en fin de vie que l'on va recycler. Mais ça ne suffira pas. Il faudra donc remonter sur le réemploi de pièces, ce qui a très bien été expliqué, notamment chez Renault. Mais est-ce que ça suffira? Non, ça ne suffira pas. Il faudra remonter sur, finalement, allonger la durée de vie des produits. Il faudra remonter sur intensifier l'usage des produits. En vérité, on est en train de pivoter notre économie, qui était une économie qui tapait dans le stock de matières vierges. Et demain, notre économie, elle sera fondée sur un seul stock, c'est-à-dire tout ce qui a été extrait, on va dire, depuis 130 ans par l'humanité. Tous les bâtiments déjà construits, tous les véhicules déjà produits, tous les produits manufacturés, les textiles. Il faut donc tout tourner la chaîne vers ce qui est déjà extrait. Sinon, nous n'atteindrons pas les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur les supply chains? La supply chain linéaire, on peut dire que c'est une supply chain de 2 dimensions. On le met dans notre document. C'est je prélève de la matière vierge, je la transforme, je fabrique un produit, je le distribue, je l'utilise. Tant bien que mal, à la fin, je fais un peu de tri et je corrige un petit peu mon système. Mais ma base première, elle est quand même d'abord dans l'extraction, et on voit qu'on est dans un aplat. La supply chain circulaire, c'est une supply chain 4 dimensions. Alors, 3 dimensions, la 3e dimension, c'est parce qu'on a toutes ces boucles retour. C'est à chaque instant, vous pouvez avoir à faire remonter, évidemment, la matière en fin de vie, vous la faites remonter. La pièce de réemploi, la déconstruction de la voiture, vous la faites remonter. La voiture en seconde main, ben, vous la faites remonter dans un cercle de distribution pour que quelqu'un d'autre l'achète et l'utilise. Et puis, vous faites même remonter l'usage en mettant 4 personnes dans une voiture plutôt que 2. Donc ça, c'est la 3e dimension. Mais la 4e dimension, je reviens sur ce que je vous ai dit précédemment, c'est la question de l'accès, la disponibilité des ressources. Donc c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des excellents choix en vous disant je vais faire un produit durable, réparable, avec beaucoup d'usages dessus, mais je vais utiliser une matière vierge, ou une matière, qu'elle soit vierge ou pas, qui va être en tension demain. Une matière qui va être en tension dans la prochaine décennie, c'est le cuivre. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez à construire une maison neuve, eh bien, il vaut mieux mettre autre chose que des tuyaux en cuivre, parce que le cuivre aura un usage bien plus important demain dans notre monde que d'être un simple tuyau qui transporte de l'eau chaude et de l'eau froide. Et c'est cette 4e dimension, c'est comment on est en capacité, dans la construction de nos supply chains, de savoir aussi arbitrer sur, mais finalement, si je prends cette matière, je vais l'immobiliser dans cet usage pour 10, 15, 50 ans, et est-ce que dans les 10, 15, 50 ans, elle ne va pas manquer à un usage beaucoup plus important pour le bien-être commun? Et donc ça, c'est la construction assez novatrice que nous présentons aujourd'hui. Les supply chains de demain auront une toute autre architecture de système d'information, une toute autre architecture de flux physique, une toute autre arbitrage commun dans les choix des modèles que nous devons mettre en place. Ouais, c'est pour compléter ce que dit François Michel. François Michel, tu abordes en fait 2 pans
deux pans différents. Avec les petits slides là que vous avez vus, quand on passe de la supply chain linéaire à la supply chain circulaire, on voit vraiment qu'on passe sur quelque chose de beaucoup plus compliqué et, comme le disait François Michel, qui évolue dans le temps. Et ça, c'est une vraie complexité pour les entreprises. Jean-Denis disait, on a un modèle très performant, très optimisé sur le linéaire, parce que finalement, on a pu passer beaucoup de temps à devenir performant. Quand on est dans une supply chain circulaire, la disponibilité du gisement, Jean-Denis en parlait sur les matériaux recyclés et leur disponibilité, elle évolue tout le temps et leur coût évolue tout le temps. Ce qui veut dire que l'entreprise doit s'adapter à ça et doit faire des choix vis-à-vis de ça. Donc ça, déjà, c'est au niveau de l'entreprise. Et ce qu'évoque aussi François Michel, c'est au-delà de l'entreprise, l'utilisation concurrente des matières doit être pensée dans un cadre qui permettra à l'entreprise de savoir où elle joue, de savoir si elle a le droit de toucher à ce type de matière ou si dans 5 ans, on va tout lui enlever parce que ça sera tellement tendu que ça va être réservé à d'autres usages. Aujourd'hui, c'est un cadre qui n'existe pas. Donc pour n'importe quelle entreprise, c'est un peu compliqué de se dire j'y vais à fond. Ceux qui sont dedans savent que la disponibilité de certains plastiques recyclés, par exemple, est de plus en plus problématique, puisque tout le monde veut devenir green, tout le monde veut faire face à ses objectifs et à ses obligations, qu'elles soient réglementaires ou morales, d'améliorer ses produits. Et donc tout le monde veut un gisement qui n'existe pas. C'est pareil, on parle des batteries de voitures, des voitures électriques, qui sont, selon les constructeurs, plus ou moins réparables. Mais on parle déjà de la réparation des batteries de voitures électriques. Il faut juste se mettre en tête qu'il faut créer maintenant la filière de réparation, alors que le volume de batteries, aujourd'hui, il est quasi inexistant, il est tout petit. Donc il faut mettre en place une filière avec des compétences, des savoir-faire, des places, de l'espace et des moyens industriels, alors qu'on a très peu de volume. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter quand on pense la supply chain circulaire. Et c'est à ça que les politiques, que le monde politique doit penser et se dire « Ok, comment je fais en sorte de pouvoir arbitrer entre l'usage des matières, comment je fais en sorte de pouvoir mettre en place de plus en plus de hubs circulaires qui vont permettre le réusage. Et encore une fois, pas que le recyclage, le réusage. Donc réparer, remettre en état, ça c'est des compétences qu'on n'a plus. Je vais prendre un exemple personnel tout bête. J'aime beaucoup les pulls en laine, vous savez, style Armor Luxe et compagnie. Ben aujourd'hui, vous achetez un pull en laine qui a une durabilité très longue, vous avez un trou dedans pour une raison ou pour une autre. Vous cherchez un remailleur ou une remailleuse, donc c'est des pulls qui ont des durées de vie très longues, mais vous ne pouvez pas le faire réparer parce que ça n'existe plus, parce qu'on a perdu l'habitude. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous on dit, et en proximité encore moins, peut-être que je pourrais trouver quelqu'un effectivement en Europe de l'Est ou même en Asie, mais en proximité, même en France, c'est difficile. Donc c'est cette réflexion-là qu'on veut pousser et qu'on veut porter à la connaissance en fait du monde politique pour pouvoir aussi derrière mieux accompagner les entreprises privées qui sont celles par qui le changement va arriver aussi. Alors on y vient du coup, comment concrètement mettre en place une supply chain circulaire? Là, ça fait partie du plaidoyer. Comment mettre concrètement en place une supply chain circulaire? Donc nous envisageons donc une phase suivante avec la collaboration d'autres partenaires. Et je pense que je peux déjà dire que certaines fédérations d'expertise en supply chain nous accompagneront. Aujourd'hui, notre travail était aussi dans une urgence parlementaire. On en a discuté juste avant. Vous savez qu'une loi industrie verte va être étudiée dans les prochaines semaines. Ouais. Et proposée cet été, je crois. Voilà, c'est d'ici l'été, normalement, ils vont débuter les débats sur une loi industrie verte qui a comme vocation de relocaliser en France, de créer de la résilience, de répondre aux enjeux notamment de décarbonation et aux enjeux de limite d'accès aux ressources, aux enjeux d'économie circulaire. Donc nous avons tourné notre première production d'abord vers les politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure,
et ils doivent faire évoluer le cadre. J'en sais quelque chose, j'étais encore député il y a 6 mois, 9 mois. Ils doivent tenir compte de ce que vient d'être précisé par Anaïs et illustré par Jean-Denis. La question oui, mais si nous n'avons pas de site de plateforme de proximité, si on n'a pas d'espace d'arbitrage sur l'usage de la matière, si on n'aide pas, par exemple, à des investissements sur les nouvelles infrastructures, les nouveaux systèmes d'information, parce que c'est un autre système d'information qu'il va falloir déployer pour suivre tout ceci. Sur les nouvelles compétences. Sur les nouvelles compétences, etc. Eh bien, les industriels iront aux limites de ce qu'ils peuvent faire dans le cadre contraint et qui est pensé économie linéaire et ne pourront pas pleinement se déployer vers une économie circulaire. On a dans le rapport que vous pourrez trouver sur le site de Sitwell, on a dans le rapport comparer ce qu'était la chaîne, la supply chain linéaire du lave-vaisselle d'aujourd'hui et ce que sera la supply chain circulaire du lave-vaisselle de demain. Vous découvrirez dans le rapport qu'on n'est absolument plus du tout dans les mêmes dimensions et donc même le plus optimiste, le plus enthousiaste, le plus engagé des industriels, il ne pourra pas aller jusqu'au bout de cette présentation. Oui, donc la simple vision de la page, on voit colonne de gauche, la supply chain linéaire du lave-vaisselle, colonne de droite, la supply chain circulaire du lave-vaisselle, qui est 2,5 fois en rédaction plus importante que celle du linéaire. Donc, et on n'a pas fait exprès. Et ce n'était pas une recherche. Donc l'enjeu qui est aujourd'hui et que nous invitons évidemment tous les auditeurs à déjà anticiper ces mutations à venir, parce qu'elles sont inéluctables. On fait référence à l'objectif 12 du développement durable, l'objectif 12 des objectifs du développement durable des Nations Unies, ce qu'on appelle aussi l'agenda 2030. Cet objectif est très clair, hein, c'est faire plus et mieux avec moins. Et derrière, il y a des indicateurs qui vont se mettre en place. Et je redonne le chiffre parce qu'il faut vraiment insister là-dessus. Nous devons passer en 25 ans de 20 tonnes de matières premières vierges détruites par an et par Français, par Européens exactement, à 6 tonnes. Donc c'est un bouleversement. Pardon, et j'en finis sur un point. Je reviens sur, j'étais en train de l'oublier, je reviens sur le point du plastique recyclé. Mais ça va devenir la guerre. Ça va devenir la guerre d'accéder au plastique recyclé. Et donc, ce que disait très justement Anaïs, et je voudrais que Jean-Denis donne aussi sa perception sur cette matière et sur d'autres, mais qui va arbitrer sur le petit stock de plastique recyclé que nous aurons exploitable, parce que ce n'est pas si simple que ça de faire du plastique recyclé, s'il doit aller sur la bouteille d'eau minérale ou de soda, s'il doit aller dans le pull ou s'il doit être utilisé dans un produit manufacturé comme une voiture. Bon, moi, à titre personnel, je me dis où est l'usage le plus important par rapport aux besoins communs. Peut-être que je serais tenté de dire dans un produit manufacturé, une voiture ou un lave-vaisselle, pour rester sur le lave-vaisselle, mais est-ce que c'est à moi tout seul d'arbitrer ? Est-ce que ce n'est pas un arbitrage collectif ? En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est celui qui met le plus d'argent sur la table qui récupère la matière recyclée. Et en l'occurrence, quand vous êtes une belle marque de soda avec une puissance économique et un besoin d'image extraordinairement élevé, on ne va pas vendre une Renault parce qu'ils vont dire « Eh, mon plastique, il est recyclé ». Par contre, on va vendre une bouteille de Coca-Cola pour les citer en disant « Eh, mon plastique, il est recyclé ». Donc, Coca-Cola paiera beaucoup plus cher. Coca-Cola prendra la main sur la matière et au détriment d'autres acteurs. Et c'est là où on a besoin d'arbitrage. Et ça, c'est un des enjeux, c'est la fameuse 4e dimension. Qui peut utiliser ? Pourquoi ? A-t-il le droit de piquer aujourd'hui de la matière et de ne pas la rendre disponible à des usages peut-être plus importants que boire un excellent soft ? Jean-Denis ? Pour compléter, alors, le gisement des plastiques, des déchets plastiques, pour le coup, il n'est pas du tout limité. Enfin, il l'est forcément, mais enfin, il est considérable. Mais comme tu disais, c'est le gisement exploitable ou exploité qui est limité. Donc déjà, il y a un premier enjeu, c'est d'aller beaucoup plus loin
dans la collecte, le tri, l'exploitation de ce gisement. Et en fait, le problème, c'est que même vu du consommateur, d'un point de vue marketing, vous dites, voilà, mon produit, il est en plastique recyclé. Aussi bien, ça peut être du plastique recyclé qui est issu de déchets de production qui sont tombés dans une benne. Vous avez qu'à ramasser la benne, tout est bien propre, bien trié, déjà, il n'y a rien à faire. Transférer ça, c'est du recyclé. Il y a le recyclé qui est issu de déchets de consommation qui ont été collectés, triés à nos frais sur nos impôts. D'accord ? Et il y a le recyclé qui est issu d'un produit en fin de vie, typiquement une voiture, où il y a, mettons, 200 sortes de plastiques différents, dans laquelle finalement il a fallu aller collecter, transporter des pare-chocs, il n'y a que de l'air dedans, donc plein de vide, trier les éléments avec des processus très coûteux, essayer de séparer ces plastiques qui sont extrêmement divers, mélangés, très difficiles à séparer parce qu'ils ont la même densité, qui ont vieilli, ils ont passé 20 ans par rapport à une bouteille qui a passé 30 jours dans un magasin, plastique de la voiture. Voilà. Donc finalement, quand on va dire, on va chercher du plastique recyclé, il va y avoir différents gisements. Certains qui vont être beaucoup plus faciles à exploiter, qui vont peut-être être moins chers, qui vont être plus propres, qui vont permettre de faire plus facilement de la meilleure qualité, et d'autres qui vont être plus difficiles. Donc évidemment, tout le monde va avoir tendance à se disputer le gisement le plus facile. Puis on va dire, il n'y en a pas assez pour tout le monde. En fait, en réalité, il faut aussi faire l'effort d'aller, ne serait-ce que les bouteilles. On sait qu'en France, on n'est pas forcément très en avance. Il y a peut-être 40% qui sont collectés, recyclés. Mais a fortiori, les plastiques automobiles, c'est une partie relativement mineure qui sont recyclés aujourd'hui parce que c'est compliqué, c'est coûteux, etc. Donc effectivement, il faut l'encourager, le favoriser. Il faut aussi que, quelque part, si on fait l'effort, nous, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que Renault recycle et comme ça fait des boucles de recyclage. Pour autant, si demain, un autre acteur arrive et est prêt à mettre plus cher, le gisement nous échappe. Donc il y a une organisation... Pardon, Anaïs ? Non, mais pour réagir justement, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on sait qu'en France et en Europe, il y a des efforts qui sont faits pour au moins avoir un observatoire de l'utilisation de certaines matières, notamment les matières minières avec l'Ofrémy, etc. Mais sur ces sujets, typiquement le plastique, il n'y a pas de réflexion de se dire comment on va le faire. Mais le plastique, c'est vrai sur d'autres matières. Même l'acier, qui est pourtant regardé par l'Ofrémy, aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir. On veut l'utiliser pourquoi ? Pour des bâtiments, pour des voitures, pour des... Et en fait, c'est... nous, ce qu'on dit un peu dans le rapport, c'est messieurs, dames, les politiques, vous avez besoin de réfléchir ces sujets pour justement aller pousser ce qui est nécessaire. Et dans l'exemple du plastique, c'est aider à l'installation des processus industriels qui vont permettre d'aller valoriser tous les gisements. Sinon, on ne pourra pas passer au circulaire. Et c'est pour ça qu'on a du mal à passer au circulaire, parce qu'on ne valorise pas tous les gisements. Aider à l'installation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà identifier qui en a besoin, ça veut dire faire en sorte d'avoir le droit de s'installer, parce que ce sont quand même, en tout cas si on parle de la valorisation des boucles basses, c'est-à-dire ce qui est un peu à gauche, là, le recyclage des ressources, ce sont quand même des activités qui peuvent être bruyantes, qui peuvent être perçues comme polluantes, même s'il y a toutes les normes qui vont bien, qui coûtent très cher industriellement. On parle de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros pour les trieurs, les broyeurs, etc., selon la matière. Et bien, il faut accompagner ces choses-là en étant conscient que potentiellement, le retour sur investissement, il ne sera pas de 3 ans comme dans le software, il sera de 15. Et ce n'est pas grave, il faut juste le savoir et le préparer dès maintenant. Donc, il y a un point, c'est que l'accès de concurrence, là on parlait de concurrence entre différents acteurs au sein d'un même marché, d'un même pays, mais en réalité c'est une concurrence qui est mondialisée. C'est-à-dire qu'en ce moment on nous alerte sur le fait que l'aluminium qu'on utilise dans nos fonderies pour faire des blocs, moteurs, etc., les lingots d'aluminium, il y a des acteurs chinois, indiens qui en ce moment surenchérissent. Peut-être je sais pas, ils sont subventionnés. C'est clair qu'ils n'ont pas du tout les mêmes coûts, les mêmes standards de fonctionnement, etc. Donc finalement, ils sont capables de payer plus cher. Et donc du coup, c'est des matières critiques dont on a besoin, qui sont là. On les a importées une première fois vierges, elles sont là entre nos mains.
et finalement elles partent parce que c'est la loi du plus offrant, quoi. Donc il y a aussi peut-être besoin, alors en ce moment il y a un projet de règlement Critical Raw Material Act européen là, qui est sorti, bon, avec des objectifs qui sont en apparence d'une ambition relativement limitée, hein, même si bon, déjà c'est toujours un progrès par rapport à la situation actuelle, mais où effectivement cette question de dire comment garder ces matières, les déchets qui contiennent plein de matières critiques, déchets électroniques notamment, et ces matières, je disais l'aluminium, etc., les garder en Europe, bon, pour l'instant c'est pas très très bien, on va dire, pris en compte par les réglementations, quoi. Alors, François Michel et Anaïs, ce document va être envoyé aux parlementaires dans les semaines qui viennent, c'est bien ça? Et dans un deuxième temps, aux acteurs économiques. Dans les deux cas, ça a été construit de quelle façon, par qui, comment vous l'avez construit? Comme je l'évoquais, alors ce document, il est vraiment d'abord fait pour les acteurs politiques. Ouais, créer le cadre. Voilà, un spécialiste de la supply chain va y trouver de l'intérêt, mais c'est pas l'objectif, si vous voulez. On n'est pas justement dans un document qui va dire monsieur, madame, responsable d'une entreprise, comment vous passez au circulaire. C'est justement l'objectif de notre phase suivante. Qu'on va déployer, comme on le disait, avec des partenaires et notamment des associations de spécialistes de la supply chain, comme certaines sont présentes ici, comme la majeure est présente ici. Comment on l'a construit? On l'a construit, comme on disait, en participant et en interviewant tout un tas d'entreprises qui sont plus ou moins dans le circulaire. Donc évidemment, par exemple, Renault, des gens qui sont aussi dans la salle, qui sont dans le recyclage de l'acier, tout un tas d'entreprises, des gens de notre réseau, pour Decathlon, Cordon. Cordon, c'est un bon exemple, c'est des acteurs du circulaire et du circulaire de la technologie. Et pour le coup, ils sont dans les boucles hautes, ils sont dans le réusage. Et pour autant, ces gens-là qui sont dans le réusage, puisque c'est eux qui récupèrent les box, qui les remettent en avance, qui les remettent dans le circuit, etc., eux aussi, ils font face à des difficultés. Ils font du reconditionné sur du téléphone portable. Eh ben, ils ont beau prendre des téléphones portables européens, les reconditionner en France avec des produits de bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas dans le reconditionné, eh bien, ils font face à la difficulté de devoir, par exemple, repayer la taxe sur la copie privée sur le portable reconditionné, qui représente à elle toute seule, selon l'âge du portable, une portion non négligeable du prix du portable. Ce qui fait qu'on tombe dans la folie évoquée par Jean-Denis, c'est que même quand on a réussi à industrialiser et avoir un processus de reconditionnement à grande échelle qui fait que ça ne coûte pas trop cher, eh ben, se rajoutent des choses par-dessus qui ne sont pas maîtrisées par l'entreprise, qui font que le reconditionné coûte pas, on ne peut pas le faire moins cher ou quasi pas. Voilà, donc c'est vraiment ça, si vous voulez, qu'on veut faire et qu'on veut continuer à pousser. Et après, il y a tout un tas de choses à faire dans les entreprises. François Michel, ouais. C'est ça. L'enjeu sera demain le sourcing, hein, on le voit déjà aujourd'hui. Alors, ça a toujours été l'enjeu d'une supply chain, hein, le sourcing, les acheteurs, comment ils pouvaient trouver les meilleurs produits au meilleur prix, dans les meilleures conditions. Mais demain, ça va vraiment être l'élément central. Donc, on voit bien que l'enjeu de la compréhension de la vision de la supply chain, de la chaîne de valeur, est primordiale. Pourquoi? Parce que vous pouvez savoir où se trouve à quel moment et dans quel usage une matière première, une pièce de réemploi ou un produit fini peut-être, hein, si vous êtes dans l'économie de la fonctionnalité, cette économie où on partage l'usage et on n'est pas propriétaire du produit, il faut savoir où est-ce qu'est à cet instant-là, par exemple si c'est une voiture, si c'est un lave-vaisselle en général, il ne se déplace pas tout seul, mais si c'est un vêtement, etc., quand vous voulez rentrer dans cette économie de la fonctionnalité qui est une formidable opportunité d'intensifier l'usage des ressources, la question est, il faut que vous sachiez à tout instant
où se trouve votre produit, parce que vous, l'industriel, vous êtes encore le propriétaire, vous devez savoir si l'utilisateur utilise correctement, vous devez arbitrer peut-être pour des usages encore plus intenses que l'usage actuel. Par exemple, présupposons, on ne l'a pas mis, tiens, vous voyez qu'un lave-vaisselle n'a pas tourné depuis 3 mois, vous êtes dans l'économie de l'usage, de la fonctionnalité, votre remontée de data vous dit il n'a pas tourné depuis 3 mois, peut-être qu'il faut questionner celui qui détient l'usage de ce lave-vaisselle et lui dire mais pourquoi vous ne l'utilisez pas. Nous étions 5, maintenant je suis tout seul, tout le monde est parti, les enfants, ma femme m'a quitté, donc je n'utilise plus mon lave-vaisselle. Je vous le reprends et je le réattribue dans une famille qui aura une intensification d'usage de ce lave-vaisselle. On voit bien qu'on est vraiment dans la question du sourcing dans toutes ses dimensions. On l'a dit tout à l'heure sur la matière première, on l'aura sur les produits de réemploi, mais on l'aura aussi sur le suivi des différents produits. Donc, comme on le disait à l'instant, et vous le voyez, notre principale mise en avant, elle est destinée au monde politique, à assurer l'interopérabilité des données pour la traçabilité de la performance de la supply chain. Oui, à un moment donné, il va y avoir des données dans tous les sens et il va falloir que la fluidité de l'information, elle soit totale. Donc, cette interopérabilité est absolument primordiale. Tiens, après, toi, tu vas faire la 2, moi, je vais faire la 3. On va chacun commenter. Non, c'était pour compléter sur l'interopérabilité des données. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies. Il y a le passeport produit, il y a la traçabilité par la blockchain. Il y a beaucoup de choses qui portent intrinsèquement, potentiellement, des philosophies de traçabilité différentes. Vous êtes une entreprise qui veut se lancer sérieusement dans l'économie de l'usage, vous faites quoi ? C'est un petit peu compliqué. Et donc, le point là, c'est de dire, il va falloir choisir une philosophie, une façon de faire et accompagner l'émergence de ça, des systèmes qui vont suivre ça, des normes qui vont suivre ça. Aujourd'hui, c'est pas, voilà, ce premier facteur clé de succès, on est tous conscients qu'il y a de la data. Maintenant, comment on la pilote ? Et si le politique ne définit pas le cadre, ça va partir dans tous les sens. Voire ça ne va pas partir. Oui, ou ça ne va pas partir. La deuxième, la bonne échelle multilocale liée aux ressources et aux acteurs. Dit autrement, chaque ressource a un périmètre, un espace dans lequel elle est beaucoup plus pertinente à tourner. Évidemment, par exemple, quand on est sur la biomasse, quand on est sur des granulats, quand on est sur ce genre de matières premières, on est sur des dimensions, on va dire, de cantons, d'intercommunalités, parfois de départements. Par contre, on a, je l'ai déjà rencontré, des aciers très spécifiques et il peut y avoir un seul site dans le monde qui recycle au mieux cet acier. C'est le cas, par exemple, des hélices de bateaux. Il y a une société dans le sud de la France qui prélève un échantillon de l'hélice du bateau, qui analyse sa composition, qui scanne l'entièreté des sidérurgies par le monde et qui vend cet alliage spécifique, parce que ce n'est pas que de l'acier, c'est un alliage spécifique, à la sidérurgie, au site qui a le plus besoin de la composition spécifique de cette matière à cet instant T. Donc on voit que les échelles, elles sont aussi à définir en fonction des matières premières ou des composants ou des produits que l'on réinsère ou, et ne jamais oublier, des usages. On ne va pas aujourd'hui avoir des vélos en autopartage, des vélos en partage. Eh bien, il y a les vélos parisiens, les vélos lillois, les vélos nantais. C'est pas, on va pas dire, tiens, ce matin, le vélo, il est partagé dans les rues de Paris, et ce même vélo, cet après-midi, il sera partagé à Nantes ou Lille. On voit bien que les dimensions multilocales, elles sont importantes. Par contre, un jean qui serait en économie d'usage, ce qui existe déjà, eh bien, il sera acheté, disons, l'usage sera acheté dans un magasin parisien, mais peut-être que le jean sera rendu dans un magasin de Nantes, sera nettoyé et remis en vente d'usage dans un magasin de Lyon. Donc la question de la bonne échelle,
elle est primordiale et elle rend encore plus complexe la capacité à organiser au mieux les systèmes. Et donc le politique doit se poser les questions de qu'est-ce qu'il met en œuvre échelle par échelle comme offre d'infrastructures notamment, en termes de réponse. Anaïs? C'est vrai, cette notion multilocale, elle est vraie pour l'entreprise qui se lance dans le circulaire, de dire quelle est ma zone de chalandise quelque part pour récupérer les produits, mais elle est vraie pour le politique en lien avec ce qu'on disait sur les objectifs de résilience par rapport aux ressources. Parce que ce fameux alliage, peut-être qu'on va se dire, mais en fait, on en a besoin en Europe, à faire en sorte de créer en Europe la capacité à le récupérer. C'est ça le sujet aussi. Alors, le temps avance, donc ce serait bien qu'on passe aux différents facteurs clés. Le troisième, l'infrastructure, on en a déjà parlé, c'est créer les conditions pour pouvoir avoir, certes, les systèmes d'information, c'est un peu en lien avec le 1, mais aussi la possibilité d'installer les centres de reconditionnement, de remise en état, de recyclage quand on est dans les boucles basses. Et là, il y a des réflexions à avoir. Il y a des réflexions autour de comment on fait pour inciter ça, puisque c'est quelque chose de vertueux pour l'économie, parce que ça fait des emplois locaux, et pour l'environnement et la planète, et puis pour la résilience, parce qu'on n'a pas le choix. Des zones blanches, des choses comme ça. Des zones franches. Des zones franches. Des zones franches. Des zones franches et pas blanches. Blanches. Non, ça capte pas. Quatrième, systématiser les pratiques de circularité haute. Bon, rapidement, c'est attention à la dégradation que l'on voit régulièrement dans l'économie circulaire. Un plastique à haut usage, une matière première à haut usage. Dans le cycle de recyclage, parfois, il descend dans ce qui est mis en œuvre. Un produit doit être gardé, voire élevé, dans l'intensification de son usage. On va rester par exemple sur le modèle de la voiture. Mais, les voitures, il faudrait qu'elles soient en permanence avec un taux de remplissage, si je puis dire, un taux de personnes à bord élevé et un taux de roulage, de kilométrage parcouru élevé. Et ça, il faut essayer de le tenir dans le temps. Et ça, c'est le quatrième enjeu. Oui, là, il y a des notions d'aller plus loin que l'indice de réparabilité sur les produits manufacturés, vraiment d'inciter à la durée de vie longue et à l'utilisation et à la réparation de ces produits-là. Cinquième facteur. La question est, effectivement, il va falloir aussi restructurer complètement les moyens physiques, les usines, la façon dont elles collaborent dans un système, par exemple, d'écologie industrielle et territoriale, mais bien plus dans un système coopératif. Nous allons nous retrouver aussi avec des changements de compétences. Nous allons avoir des bouleversements notables. Donc, si le politique n'a pas une stratégie holistique et non pas ce que l'on craint de voir actuellement, des one-shot, j'ai mis une usine ici, j'en ai mis une autre là, sans une capacité à coordonner, à créer ce qu'on appelle des clusters économiques, eh bien, nous ne passerons jamais l'échelle. Et le sixième facteur, Anaïs? Le sixième facteur, c'est un peu la base pour pouvoir faire ça. On parle toujours de l'éco-conception quand on parle d'économie circulaire. L'éco-conception des produits pour qu'ils durent plus longtemps, mais aussi des flux pour cette fameuse échelle multilocale, et l'éco-conception de la supply chain et de la pensée de la supply chain. Parce que, encore une fois, une supply chain qui doit s'adapter sans arrêt à des gisements et à des disponibilités différentes, c'est pas du tout la même supply chain que la supply chain qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est ça le sujet de ce sixième facteur clé, c'est comment aider à développer, à normaliser et à inciter cette éco-conception à tous les niveaux. On va garder quelques minutes pour que la salle puisse poser une question. N'hésitez pas à lever la main et un micro vous sera apporté. Mais François Michel, en attendant que quelqu'un se décide à poser une question et à lever la main, peut-être une conclusion. Il y a une main qui s'est levée, on peut peut-être répondre. Oui, bonjour. J'avais une petite question, c'était de savoir... Ah, on ne vous entend pas. Voilà. Là, vous m'entendez? Je m'entends aussi. Donc, je disais, ma question, c'était de savoir, est-ce que le fait de changer d'économie, c'est-à-dire de passer
de changer, enfin, de passer vers le modèle circulaire, ça n'aura pas un impact sur la compétitivité internationale par rapport aux autres pays qui ne le font pas? Ouais. Toute la question est de savoir quelle est la stratégie que vous voulez déployer pour votre entreprise, si c'est une question qui est adressée à une entreprise, ou pour votre pays. Oui, effectivement, il faut que tout le monde bouge pour ne pas être complètement décalé, mais inversement, c'est aussi l'opportunité de prendre une certaine avance pour une entreprise. Et aujourd'hui, nous avons invité le groupe Renault, a pris une certaine avance par rapport à d'autres de leurs concurrents sur le sujet. Donc, c'est un élément qui est, me semble-t-il, inéluctable. Ce n'est même pas me semble-t-il, il est inéluctable. La question est à quel moment et dans quel rythme vous insérez ou votre entreprise ou votre territoire, votre pays dans cette mutation. Nous, donnons le cadre, là aujourd'hui, pour les politiques. Bientôt, on affinera ça pour donner un cadre pour les industriels de ces mutations vers l'économie circulaire. Jean-Denis, oui. Oui. Juste, il est essentiel, effectivement, je disais tout à l'heure, il y a des choses, l'utilisation de matériaux recyclés, etc., d'éco-conception qui peuvent avoir un coût. Il est important que si ça vient d'une réglementation qui est contraignante pour les acteurs français, européens, qu'on impose le même degré d'exigence aux produits qui sont importés, en particulier de pays à bas coût. Ou alors que si finalement, parce que peut-être que le monde entier va pas, on ne peut pas imposer au monde entier de fabriquer comme nous, mais alors qu'on impose une forme de taxe qui va compenser l'écart. Hein. C'est le principe notamment sur l'empreinte carbone de la taxe d'ajustement carbone aux frontières européennes, là, qui est en cours de mise en place, qui est imparfaite de mon point de vue, mais dans l'esprit, c'est effectivement l'idée de dire bon, on va taxer l'émission de CO2 en Europe sur les acteurs industriels pour que finalement, pour les encourager à réduire ces émissions. Mais effectivement, finalement, si on ne va pas taxer les produits qui sont importés dans des pays où finalement ils ont engendré l'émission de beaucoup plus de CO2, on va juste délocaliser et même empirer la situation au niveau global. Donc c'est important. Alors, pour précision technique, depuis le 1er janvier, vous avez le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui est une obligation par décret qu'a imposé l'État, le BGES, si vous en entendez parler, qui s'impose à toute entreprise de plus de 500 salariés consolidée ou toute collectivité de plus de 50 000 de faire leur bilan émissions gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, scope 3, et d'avoir un plan de réduction de 30% d'ici 2030. Donc de réduire de 30% l'impact CO2 que vous générez dans votre chaîne de valeur, parce que le scope 3, c'est la chaîne de valeur. Nous travaillons sur un point, j'allais dire, un espace non maîtrisé de ce bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est mais comment on compte le réemploi de pièces, comment on tient compte de réutiliser des produits en termes de poids de gaz à effet de serre. Ce qui est certain, c'est que c'est 50, 60, 80, 90% de poids CO2 moindre qu'un produit neuf. Donc, pour répondre un peu à votre question, il y a aussi des outils fiscaux à côté, comme vient de le dire Jean-Denis, qui vont accompagner ces mutations, mais ils ne peuvent se suffire. Il faut aussi changer le cadre tel que nous l'avons défini. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Une dame. Et ce sera la dernière, je suis désolée. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Bonjour. Oui, donc je me demandais si... C'est bien le micro. On vous entend pardon. pas, excusez-nous. C'est bon là, ouais, ok. Donc je me demandais si certains secteurs d'activité étaient définis comme prioritaires. Est-ce qu'il y a déjà, enfin dans un premier temps, est-ce qu'il y a déjà, je sais pas, un top 10 par exemple, des secteurs d'activité qui pourraient être concernés par cette nouvelle supply chain circulaire? Ou est-ce que c'est général, tout le monde en même temps? Pour répondre très rapidement, oui et non. Il y a le livre de l'INEC qui s'appelle « Pivoter vers l'industrie circulaire » qui était téléchargeable sur le site de l'Institut national de l'économie circulaire, qui définit que, par exemple, le secteur de l'automobile dans les trajectoires, le livre s'appelle « La stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources ».
et qui démontre que la stratégie française ne peut pas être atteinte telle qu'elle est définie parce que nous n'avons pas l'accès à ces ressources et qui réinterroge notamment l'industrie automobile, qui réinterroge le bâtiment sur l'accès aux ressources. Ce que l'on vous demande, le politique demande de faire aux industriels, aux acteurs économiques, n'est pas accessible parce que les ressources ne sont pas disponibles. Mais il faut avoir en tête que c'est tout ce qui est produits manufacturés. J'y intègre évidemment le bâtiment. Et je vais juste vous donner un exemple. Le monde du textile doit complètement se muter. Lui aussi doit se poser des questions sur la question de l'accès aux ressources. Il y a un changement de modèle, en particulier pour ce secteur-là. Peut-être un mot de la fin, et puis après, il faudra qu'on s'en aille. Oui, alors j'ai un peu insisté auprès d'Héloïse. Je voulais aussi conclure par une sorte de politique fiction, mais qui nous permet de mesurer l'enjeu. Il est possible, c'est totalement, c'est déjà défini, on en a déjà parlé il y a plus de 10 ans que l'on en parle, que demain vous ayez des entreprises propriétaires de certaines matières premières stratégiques, le titane, le cobalt, le cuivre, et qu'elles vous louent l'usage dans votre produit fini de cette matière première. Donc, à Renault ne serait pas propriétaire du cuivre, du titane, du cobalt, mais serait obligé de payer à des entreprises. On voit bien, donc, un, le risque, et deux, les modèles de suivi de cette matière, les flux physiques, les flux d'informations, les flux financiers que ceci peut générer. Donc on est face à des potentielles mutations. Est-ce qu'elles sont dans 5 ans? Non. Est-ce qu'elles sont dans 25 ans? Probablement. Donc quand on est un industriel, il faut quand même regarder à 10, 20 ans, 25 ans, les mutations qui peuvent advenir. Et ça, c'est aussi cette politique fiction pour vous permettre d'avoir une prise de conscience sur l'enjeu des mutations à venir sous l'effet des stratégies d'économie circulaire volontaires ou contraintes qui sont devant nous. Et ça montre aussi qu'on doit changer de façon de penser. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à vous pour votre attention et votre participation.